Pendant des décennies, le désert de Chihuahua a caché bien plus que du sable et une chaleur étouffante. Il a dissimulé des secrets, des avions chargés de cocaïne atterrissant dans l'obscurité, des sicaires armés comme des armées privées, des fonctionnaires corrompus protégeant l'ennemi invisible. Et au centre de tout cela, un nom de famille qui inspirait la peur des deux côtés de la frontière, Carrillo Fuentes. Aujourd'hui, plus d'une décennie après la capture de Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, l'héritage du cartel de Juárez résonne encore comme un écho de sang dans les rues du Mexique. Son frère, Amado Carrillo Fuentes, surnommé le Seigneur des cieux, n'a pas seulement redéfini le narcotrafic, il l'a industrialisé. Ensemble, ils ont bâti un empire qui générait plus de 300 millions de dollars par semaine, contrôlant routes, territoires, institutions et, par moments, la politique locale elle-même. Mais leur histoire n'est pas seulement une chronique de pouvoir. C'est une histoire de trahison, de guerre et de mort. Le mystère entourant la mort d'Amado, lors d'une chirurgie esthétique, a déclenché une lutte interne qui a transformé Ciudad Juárez en la ville la plus violente de la planète. Et tandis que les homicides s'envolaient, El Viceroy résistait à l'extradition, accumulant des années de prison au Mexique, jusqu'à aujourd'hui. Car, pour la première fois de son histoire, Vicente fait face à un destin qu'il n'aurait jamais imaginé. La peine capitale aux États-Unis, accusé de terrorisme. C'est l'histoire d'un empire criminel, une histoire écrite avec des dollars, des balles et des cadavres. Une histoire qui, encore aujourd'hui, n'est pas terminée. Située à la frontière nord du Mexique, Ciudad Juárez est, depuis le milieu du XXe siècle, l'un des principaux corridors du crime organisé en Amérique latine. Sa proximité avec El Paso, Texas, et sa position stratégique entre deux océans en ont fait un point clé pour la contrebande. D'abord de marchandises, puis de drogue, d'armes et d'êtres humains. Avant l'ascension des Carrillo Fuentes, d'autres noms résonnaient déjà dans l'écosystème criminel du nord du Mexique. Des hommes comme Pablo Acosta Villarreal, surnommé le Renard d'Ojinaga, furent les premiers à comprendre la valeur géopolitique de la région. Aux côtés de figures comme Gilberto Ontiveros El Greñas, Rafael Aguilar Guajardo et les frères Muñoz Talavera, ils posèrent les bases de ce qui allait devenir plus tard un système sophistiqué de trafic transnational. Ces pionniers établirent des routes, soudoyèrent des autorités et créèrent des liens avec les cartels colombiens des décennies avant que la DEA ne puisse en mesurer l'ampleur. Mais le véritable tournant est arrivé avec un nom qui marquerait à jamais l'histoire du narcotrafic au Mexique. Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto. Sous sa direction, le cartel naissant connut une expansion accélérée, devenant un nœud clé dans le trafic vers les États-Unis. Cependant, tout changea en 1985, lorsque son implication dans le brutal assassinat de l'agent de la DEA, Enrique Kiki Camarena, le conduisit en prison, déclenchant une tempête sans précédent. Le vide de pouvoir généré par sa chute ne dura pas longtemps. Depuis l'ombre, ses neveux Amado et Vicente Carrillo Fuentes prirent le contrôle de l'organisation. Et ce qui n'était jusque-là qu'un groupe de contrebandiers régionaux se transforma en l'une des structures criminelles les plus létales et organisées de l'hémisphère occidental. À la fin des années 1980 et tout au long des années 1990, les frères Carrillo Fuentes tissèrent un réseau de pouvoir qui finirait par dominer presque entièrement le trafic de drogues au Mexique. Sous leur commandement, le cartel de Juárez cessa d'être une organisation frontalière pour devenir une structure à portée continentale. La clé de cette ascension vertigineuse ne fut pas uniquement la violence ou la corruption. Ce fut la vision stratégique d'Amado Carrillo Fuentes. L'aîné des frères comprit avant tout le monde la valeur des alliances transnationales. D'abord avec le cartel de Medellín, dirigé par Pablo Escobar. Ensuite avec le cartel de Cali, après la chute de son rival, et plus tard avec le cartel du Nord du Val. Ses connexions avec les principales organisations colombiennes lui permirent d'accéder à des quantités de cocaïne jamais vues à la frontière nord, et de garantir des routes stables vers le plus grand marché de consommation du monde, les États-Unis. Tandis qu'Amado élaborait son modèle d'affaires avec une précision chirurgicale, son frère Vicente remplissait le rôle d'exécuteur et d'opérateur. La combinaison d'intelligence stratégique et de brutalité opérationnelle
fit du cartel de Juárez l'organisation criminelle la plus puissante du pays. C'est dans ce contexte qu'Amado conçut une idée qui transformerait pour toujours le narcotrafic. Alors que d'autres organisations utilisaient encore des routes terrestres, des tunnels ou des vedettes rapides, lui mit en place une logistique à échelle industrielle, une flotte aérienne exclusivement dédiée au transport de cocaïne de la Colombie vers le Mexique, pour ensuite la faire passer aux États-Unis. Cette innovation lui valut son surnom définitif, le Seigneur des cieux. L'impact fut immédiat. Selon les calculs de la DEA, à son apogée, le cartel de Juárez générait entre 200 et 300 millions de dollars par semaine. De ce total, environ 1% était consacré au paiement de pots de vin, un mécanisme essentiel qui garantissait la fluidité des opérations. Mais Amado n'était pas un capot traditionnel. Contrairement à d'autres narcotrafiquants qui exhibaient leur richesse, il maintenait un profil discret. Il fuyait les médias, évitait les luxes ostentatoires et limitait ses apparitions publiques. Son entourage était protégé par un groupe sélectif de sicaires dont la seule mission était d'assurer son anonymat et d'éliminer toute menace informative. Les journalistes qui s'approchaient trop près de la vérité disparaissaient souvent sans laisser de traces. Ce hermétisme explique pourquoi une grande partie de ce que l'on sait de ces opérations provient des sources de renseignement américaines et non d'enquêtes locales. Plus qu'un simple narcotrafiquant, Amado Carrillo fut un véritable entrepreneur du crime. Ses opérations obéissaient à une logique d'entreprise. Le cartel de Juárez fonctionnait comme une multinationale. Il y avait des hiérarchies claires, une spécialisation fonctionnelle, un contrôle de qualité et une structure disciplinée qui ne laissait aucune place à l'erreur. Ce mélange de vision, de discrétion et d'efficacité brutale fut la formule qui fit du cartel de Juárez l'acteur dominant du narcotrafic mexicain pendant plus d'une décennie. Mais tout empire, même se bâti avec des dollars et des fusils, finit par atteindre son point de rupture. Et celui d'Amado approchait de plus en plus, mais même les empires construits avec une précision chirurgicale ne sont pas à l'abri de l'effondrement. Le 4 juillet 1997, dans la capitale mexicaine, Amado Carrillo Fuentes entra discrètement dans une clinique privée. Son objectif, subir une chirurgie esthétique qui modifierait radicalement son visage. La pression des autorités mexicaines et américaines devenait de plus en plus intense et changer d'apparence était, pour lui, une question de survie. L'opération dura 8 heures. Selon les rapports officiels, la procédure se termina sans complications. Cependant, dans les heures qui suivirent, quelque chose tourna mal. Amado commença à ressentir une douleur aiguë. On lui administra une dose excessive de sédatifs et il ne se réveilla jamais. La version officielle affirme qu'il est mort d'une réaction indésirable à l'anesthésie. Mais encore aujourd'hui, son décès demeure entouré de doutes. Certains affirment qu'il aurait simulé sa mort dans le cadre d'un plan élaboré pour disparaître du radar. D'autres prétendent qu'il fut victime d'un règlement de comptes interne. Ce qui est certain, c'est qu'après cet épisode, le cartel de Juárez se retrouva sans son architecte et sans son chef le plus redouté. Le vide laissé par Amado était immense. Son empire, évalué à plusieurs milliards de dollars, était en jeu. L'organisation disposait d'une structure complexe, de dizaines de routes, de liens internationaux, d'un réseau de protection institutionnelle et d'un héritage sanglant. Il laissa également derrière lui 28 enfants et une succession incertaine. Le cartel de Juárez se trouvait face à une croisée des chemins qui allait marquer son destin, s'adapter à une nouvelle ère de violence et de concurrence, ou s'effondrer sous son propre poids. La succession devint une affaire d'État dans le monde criminel. Parmi les héritiers possibles figurait Vicente Carrillo Leiva, fils d'Amado. Mais sa jeunesse et son manque d'expérience le disqualifiaient. Un autre candidat était Juan José Álvarez Tostado, compadre et administrateur financier du Seigneur des cieux. Mais sa proximité avec Ismael El Mayo Zambada provoquait des tensions. C'est alors qu'intervint une figure respectée dans tous les cercles du narcotrafic, Juan José Esparragoza Moreno, connu sous le nom de El Azul. Conscient du danger d'une fracture interne, il proposa la création d'un conseil pour désigner le nouveau chef. La décision finale tomba sur Vicente Carrillo Fuentes, frère d'Amado, surnommé El Viceroy.
Son élection ne fut pas le fruit du mérite ni d'un respect généralisé, mais d'un calcul politique. Au sein du cartel, Vicente était perçu comme une figure malléable, quelqu'un qui pouvait être facilement influencé par les véritables opérateurs du business. Mais cette lecture sous-estimait le caractère de Vicente. À la différence de son frère, froid, patient et stratégique, El Viceroy était impulsif, colérique et enclin à des décisions viscérales. Tandis qu'Amado cultivait des alliances, Vicente imposait l'obéissance par la peur. Alors que l'un avançait avec discrétion, l'autre explosait dans la violence. Le choix de Vicente marqua le début d'une nouvelle ère pour le cartel de Juárez. Une étape où la discrétion céda la place à l'affrontement ouvert et où la diplomatie du crime fut remplacée par le chaos. Sous son commandement, le déclin commença presque immédiatement. Après avoir pris la tête du cartel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes se retrouva face à un panorama fragmenté et rempli de tensions. L'une de ses premières décisions stratégiques fut de revendiquer Sinaloa comme partie de sa zone d'influence, déclenchant un conflit immédiat avec Ismael El Mayo Zambada, qui considérait ce territoire comme le sien et incontestable. Simultanément, Vicente Carrillo Leiva, fils d'Amado, s'éloigna de son oncle. Les différences étaient autant personnelles qu'opérationnelles. Cette rupture interne affaiblit encore davantage la cohésion du cartel. Seul Arturo Beltrán Leiva, surnommé El Barbas, resta fermement loyal à Vicente, soutenant son leadership dans un environnement de plus en plus instable. Bien que des figures respectées comme El Mayo et El Azul maintinssent un rapport formel avec El Viceroy, ils partageaient un diagnostic commun. Vicente n'avait ni la vision ni le tempérament pour maintenir uni le complexe échafaudage du cartel. Son style agressif et erratique l'éloignait du modèle de leadership incarné par son frère. Pendant ce temps, d'autres organisations criminelles commencèrent à combler le vide. Le cartel des Arellano Félix, à Tijuana, accrut son pouvoir, délogeant Juárez de la domination nationale qu'il avait exercée sous l'ère Amado. Le coup le plus dur arriva en 2001. Cette année-là, Joaquín El Chapo Guzmán réalisa une spectaculaire évasion de la prison de Puente Grande. Son évasion changea les règles du jeu. Avec son retour sur le terrain, de nombreux opérateurs du cartel de Juárez désertèrent pour rejoindre l'organisation du Pacifique attirés par la structure, la puissance ascendante et les promesses du Chapo. Malgré ses revers, Vicente parvint à conserver le contrôle de Ciudad Juárez. Sa capacité à maintenir les opérations permit au cartel de continuer à générer d'énormes profits. Dans ses meilleures années, les chiffres dépassèrent $1 milliard annuels. Mais cette stabilité était fragile. Tout allait changer en 2004. Le 11 septembre de cette année-là, à Culiacán, Rodolfo Carrillo Fuentes, surnommé El Niño de Oro et frère cadet d'Amado et de Vicente, fut criblé de balles aux côtés de sa compagne, Giovanna Quevedo, à la sortie d'un cinéma. L'attaque fut ordonnée par El Chapo Guzmán, et bien que le mobile exact reste discuté, on pense qu'elle fut motivée par un geste de mépris. Rodolfo aurait refusé de lui serrer la main lors d'une réunion. Dans le monde du narco, la perception de déloyauté se paye dans le sang. L'exécution du Niño de Oro fut l'étincelle qui mit le feu à un conflit d'une ampleur inédite. Ce qui jusque-là n'était qu'une guerre souterraine se transforma en une confrontation ouverte et brutale entre le cartel de Juárez et le cartel de Sinaloa. Ciudad Juárez, autrefois symbole du pouvoir des Carrillo, devint le principal théâtre de la violence. Pour comprendre l'ampleur de cette guerre, il est nécessaire de saisir comment fonctionnait le cartel de Juárez à son apogée. L'organisation opérait selon un schéma hiérarchique rigide, quasi militaire. À la tête se trouvait Vicente, entouré de lieutenants contrôlant des zones spécifiques appelées plazas. Chaque plaza avait un chef régional qui répondait directement à la cúpula. Ce modèle permettait un contrôle vertical du business et une réponse rapide aux menaces locales. En parallèle, le cartel maintenait une structure financière sophistiquée, chargée de gérer le capital, de blanchir l'argent à travers des entreprises écrans et de distribuer les profits entre ses membres. Cette architecture économique ne soutenait pas seulement la richesse de la cúpula, mais garantissait aussi le financement continu de sa machine de guerre. La force opérationnelle se composait de plusieurs bras armés.
Le principal était la Linea, un groupe de choc comptant environ 1000 hommes, dont la mission était la défense des territoires du cartel. Mais la véritable élite militaire était représentée par Los Lins. Fondé par Luis Francisco Flores Estebanés, Los Lins était une unité spécialisée composée d'anciens membres des forces spéciales de l'armée mexicaine. Selon des rapports de renseignement, il comptait jusqu'à 340 éléments hautement entraînés, organisés en petites cellules de 5 hommes maximum. Ces commandos opéraient avec une discipline militaire, une mobilité tactique et une capacité létale sans précédent dans le crime organisé mexicain. Leur arsenal incluait des fusils d'assaut, des fusils barrés, des pistolets mitrailleurs, des fusils à pompe, des grenades et des technologies de communication avancées. Ils étaient invisibles, précis et absolument mortels, et ils étaient prêts pour la guerre. Le niveau de sophistication opérationnelle de Los Lins surpassait de loin celui de tout autre groupe armé du crime organisé de l'époque. Leur entraînement spécialisé et leur discipline militaire en faisaient une unité d'élite, conçue pour exécuter des missions avec une efficacité implacable. Ils étaient des commandos silencieux, méticuleux, invisibles et mortels. Leur arsenal incluait des armes réservées presque exclusivement aux forces militaires, fusils d'assaut AR-15, pistolets mitrailleurs TEC-9, fusils de précision, barrettes calibre .50, fusils à pompe de combat et grenades à fragmentation. La possession de ce type d'équipement plaçait Los Lins à un niveau supérieur, non seulement face aux groupes rivaux, mais aussi face aux forces de l'État elles-mêmes. La clé de leur efficacité ne résidait pas seulement dans leur puissance de feu, mais dans leur discrétion absolue. Ils n'agissaient que sur ordre direct de la cupula du cartel, et leur identité était inconnue même des autres membres de l'organisation. Leur indépendance opérationnelle suscitait la peur, y compris au sein de leur propre rang. Personne ne voulait croiser un Lins. Personne. Les victimes de ces sicaires n'étaient pas seulement des rivaux du narcotrafic. Sur leur liste figuraient également des fonctionnaires d'État, des maires, des présidents municipaux, des policiers et des journalistes. Quiconque représentait une menace, réelle ou perçue, devenait une cible légitime. Le bras militaire du cartel opérait avec précision. Mais son blindage le plus efficace ne résidait pas dans ses fusils, mais dans son réseau de corruption institutionnelle. Des patrouilles municipales jusqu'au plus haut commandement des corporations étatiques et fédérales, le cartel de Juárez parvint à infiltrer les organes chargés de le combattre. Juges, politiciens et agents faisaient partie de sa liste de paix secrète. Les pots de vin constituaient une partie structurelle de l'opération. Calculés comme un pourcentage fixe des revenus, environ 1%, ils étaient enregistrés comme un coût supplémentaire du business, une dépense nécessaire pour garantir l'impunité, la loyauté et le silence. Cette machine, apparemment parfaite, allait bientôt faire face à son défi le plus brutal, une guerre totale contre le cartel de Sinaloa. La rivalité entre Vicente Carrillo Fuentes et Joaquín El Chapo Guzmán n'était pas nouvelle. Mais l'assassinat de Rodolfo Carrillo Fuentes, le Niño de Oro, marqua un point de non-retour. C'est alors que Vicente contacta Ismael El Mayo Zambada dans une tentative de définir les camps. « Es-tu avec moi ou contre moi ?» demanda Carrillo. El Mayo répondit qu'il était de son côté. Mais lorsque Vicente lui exigea de lui livrer El Chapo, il n'obtint que du silence. Ce silence fut la confirmation. La guerre avait commencé. La réponse ne tarda pas à arriver. Le 31 décembre 2004, Arturo Guzmán Loera, alias El Polo et frère d'El Chapo, fut assassiné à l'intérieur du pénitencier fédéral de haute sécurité de l'Altiplano. Tous les regards se tournèrent vers Vicente Carrillo, comme auteur intellectuel du crime. C'était un coup personnel, direct et symbolique. Avec cet acte de vengeance, l'année 2005 s'ouvrit avec les deux organisations en guerre ouverte. El Viceroy mobilisa toutes ses ressources disponibles. Il renforça la Linea, son bras armé historique, et consolida son alliance avec Barrio Azteca, un gang binational fortement implanté à El Paso et Ciudad Juárez. Mais même ces forces combinées ne furent pas suffisantes face à la puissance ascendante du cartel de Sinaloa. Guzmán et Zambada n'avaient pas seulement des ressources illimitées, mais ils disposaient également d'un réseau d'alliances que Vicente ne réussit jamais à construire.
Pendant une brève période, le conflit ralentit lorsque les Sinaloéens concentrèrent leur attention sur une nouvelle guerre, l'affrontement avec le cartel du Golfe. C'était l'occasion parfaite pour que Carrillo se réorganise, établisse de nouveaux accords ou renforce ses défenses. Mais il ne le fit pas. Il laissa passer le moment. Et cette omission stratégique aurait des conséquences irréversibles, car le pire restait à venir. En 2007, la guerre qui dévorait déjà Ciudad Juárez atteignit un nouveau niveau de complexité. Vicente Carrillo Fuentes, qui jusque-là menait une bataille sanglante contre le cartel de Sinaloa, se retrouva confronté à un deuxième ennemi, le cartel du Golfe. L'affrontement simultané avec deux des organisations criminelles les plus puissantes du pays devint un fardeau insoutenable. Le résultat fut dévastateur. Ciudad Juárez, autrefois symbole de la domination absolue des Carrillo Fuentes, devint la ville la plus violente du monde. Pendant les années les plus intenses du conflit, plus de 80 homicides violents furent enregistrés, beaucoup d'entre eux marqués par des niveaux de brutalité proches de l'inhumain. Rien qu'au cours des 3 premiers mois de 2008, plus de 200 personnes furent exécutées. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, mais ne reflétaient pas l'horreur quotidienne vécue dans les rues. Fusillades en plein jour, enlèvements indiscriminés, décapitations, messages écrits avec du sang. La violence cessa d'être une exception pour devenir la norme. Face à l'effondrement de l'ordre, le gouvernement du président Felipe Calderón lança une série d'opérations militaires dans la région, dans le cadre de sa stratégie nationale de lutte contre le narcotrafic. Cependant, de nombreux rapports signalèrent que ces interventions favorisèrent indirectement le cartel de Sinaloa. La perception généralisée était que les forces de l'État appliquaient une politique sélective de pression, affaiblissant les ennemis d'El Chapo Guzmán et permettant à son organisation de se consolider. Juárez vivait en état de guerre. La population civile resta piégée entre des tirs croisés. La vie quotidienne fut transformée par la peur. Les commerces fermaient au coucher du soleil, les parents évitaient d'emmener leurs enfants à l'école et les événements publics furent annulés indéfiniment. L'économie locale s'effondra, le tourisme disparut et des milliers de résidents quittèrent la ville. Les institutions publiques furent débordées. Les policiers démissionnaient en masse par peur d'être exécutés ou, dans bien des cas, finissaient par rejoindre l'un ou l'autre camp. Les hôpitaux fonctionnaient dans des conditions propres à une zone de guerre, soignant sans relâche des blessés de combat. Les écoles suspendaient constamment les cours à cause de fusillades proches ou de menaces de bombes. Cette spirale d'horreur marqua le début de la fin pour le cartel de Juárez. Tandis que le cartel de Sinaloa étendait son contrôle sur les routes, les plazas et les structures institutionnelles, le pouvoir de Vicente Carrillo s'érodait rapidement. Son autorité n'était plus crainte comme auparavant. Son réseau d'alliés commençait à se fracturer. Dans ce contexte, Vicente Carrillo Fuentes prit une décision que beaucoup interprétèrent comme un repli définitif. Il abandonna Ciudad Juárez et l'État de Chihuahua, transférant ses opérations à Torreón, Coahuila. Ce déplacement confirmait ce que tout le monde savait déjà. El Viceroy avait perdu le contrôle de son bastion historique, mais Carrillo n'était pas disposé à se rendre. Depuis son nouveau refuge, il chercha à maintenir la résistance vivante à travers des alliances stratégiques, notamment avec les Beltrán Leiva et Los Zetas, deux organisations tout aussi violentes et déterminées à affronter Guzmán. Son lien le plus fort fut avec Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas. Tous deux partageaient des traits similaires. Un tempérament explosif, le goût de la violence comme mécanisme de contrôle et un profond mépris pour El Chapo. Cette affinité personnelle se traduisit par une alliance opérationnelle qui soutint Carrillo durant ses dernières années d'activité criminelle. Cependant, cette relation prit fin brutalement en décembre 2009, lorsque Arturo Beltrán fut abattu lors d'une opération de la marine mexicaine à Cuernavaca. Sa mort signifia plus que la chute d'un capot. Sans alliés de poids, avec une structure affaiblie et un territoire perdu,
El Viceroy faisait face à un avenir inévitable. Après la chute d'Arturo Beltrán Leiva, des rumeurs circulèrent selon lesquelles le cartel de Sinaloa aurait envoyé des émissaires à Vicente Carrillo Fuentes, avec une proposition de haut niveau, une trêve. L'offre incluait non seulement la fin des hostilités, mais aussi la possibilité de le réintégrer dans certaines opérations conjointes. Mais Vicente refusa. Le souvenir de l'assassinat de son frère Rodolfo, le Niño de Oro, était une blessure encore ouverte. Pour El Viceroy, aucun gain économique ne justifiait d'oublier cet affront. La haine personnelle qu'il éprouvait envers Joaquín Guzmán Loera pesait plus lourd que tout calcul stratégique. La guerre, pour lui, n'était plus une question de contrôle territorial. C'était une question de vengeance. De plus, Héctor Beltrán Leiva, frère d'Arturo défunt, avait pris la tête de son organisation et maintenait vivante l'alliance avec Carrillo Fuentes. Tous deux partageaient pertes, ressentiments et ennemis. La résistance continua quelque temps encore, unissant les fragments restants des deux cartels dans une offensive désespérée contre la puissance de Sinaloa. Mais la réalité était tout autre. La pression combinée de deux forces imparables, le gouvernement mexicain et le cartel de Sinaloa, finit par étouffer leurs ennemis. L'organisation des Beltrán Leiva, malgré sa violence et ses ressources, ne réussit pas à résister à l'assaut. Héctor Beltrán finirait lui aussi par tomber, suivant le même destin que son frère et son allié. Et ensuite, vint le tour de Vicente Carrillo Fuentes. Le 9 octobre 2014, après des mois d'opérations de renseignement, El Viceroy fut capturé à Torreón, Coahuila. L'opération, exécutée sans tirer un seul coup de feu, fut silencieuse et chirurgicale. Mais le plus révélateur fut la scène découverte par les agents. Vicente voyageait avec un seul garde du corps, dans un véhicule non blindé, sans convoi, sans gilet pare-balles, sans artillerie lourde. L'homme qui, une décennie auparavant, avait déclenché une guerre de proportions historiques paraissait méconnaissable. Il avait eu recours à des chirurgies esthétiques pour modifier son visage, rendant son identification difficile. Durant les mois précédents, les autorités avaient suivi sa trace avec discrétion, croisant des données biométriques, retraçant ses mouvements financiers et analysant ses communications cryptées. Lorsqu'elles confirmèrent enfin son identité, elles l'arrêtèrent sans résistance. Vicente n'opposa aucune force ni ne montra d'agressivité. Son attitude était tout autre, silencieuse, résignée, presque apathique. Cette image, captée par les caméras officielles, contrastait brutalement avec la figure du narcotrafiquant féroce qui avait transformé Ciudad Juárez en zone de guerre. Il ne restait plus rien du commandant irascible qui avait défié deux des cartels les plus puissants du pays. Il ne restait qu'un homme seul, vieilli et vaincu. Bien qu'il existât un mandat d'extradition vers les États-Unis, le processus fut retardé. Vicente Carrillo Fuentes fut jugé au Mexique, où, en 2021, il reçut une peine de 28 ans de prison pour délit de narcotrafic et opération avec des ressources d'origine illicite. Tout indiquait que son histoire s'arrêterait là, que le dernier chef de haut niveau du cartel de Juárez finirait ses jours dans une cellule, loin du mythe de son frère Amado, mais portant un héritage bien plus cru et sanglant. Ce que personne n'imaginait, c'est qu'il restait encore un dernier chapitre, inattendu et lourd de conséquences, pour l'homme qui avait autrefois régné sur la frontière la plus dangereuse du monde. Après la chute de Vicente Carrillo Fuentes, le contrôle du cartel de Juárez affaibli passa à Juan Pablo Ledesma, alias JL. Ce changement marqua le début d'une nouvelle étape pour l'organisation, une ère sans gloire, centrée non plus sur la domination territoriale, mais sur la survie opérationnelle. À la différence de ses prédécesseurs, Ledesma n'appartenait pas à la dynastie Carrillo. Il n'était pas héritier d'un lignage, mais produit de la base. Il avait gravi les échelons à partir des opérations de terrain, s'imposant comme leader du groupe La Linea, le bras armé qui avait résisté aux pires années de la guerre contre le cartel de Sinaloa. Son origine opérationnelle lui conférait une perspective différente. Alors que les Carrillo gouvernaient depuis la cupula avec une logique verticale et personnaliste, Ledesma comprenait la réalité du terrain. Il opta pour une stratégie plus pragmatique, moins symbolique, laissant de côté les règlements de comptes familiaux. Sa priorité était de maintenir l'organisation en vie, même au prix de son ancienne identité.
Sous son leadership, la LINEA commença à muter. Elle passa d'une force paramilitaire subordonnée au cartel à une structure presque indépendante, avec ses propres opérations, des hiérarchies internes et une autonomie stratégique. Bien qu'ils restassent liés au nom historique du cartel de Juárez, dans les faits, ils étaient déjà une autre organisation. Cette transition s'accompagna d'une fragmentation territoriale. La LINEA maintenait une présence dans diverses régions de l'État de Chihuahua, mais de manière décentralisée. À Ciudad Juárez, le contrôle revenait à César Manjarrez Alonso, alias El Jadeux. Dans la zone de Namiquipa, dominait Gustavo Chávez Villa, connu sous le nom de El Master. L'absence d'un commandement central fort favorisa l'émergence de nouveaux sous-groupes. En 2018, une cellule identifiée comme Los Escorpiones apparut, chargée de patrouiller certaines zones de Ciudad Juárez et accusée de participer à des exécutions, fusillades et assassinats de policiers. Cette fragmentation interne, loin de renforcer la structure, l'affaiblit. La nouvelle configuration était plus horizontale, moins hiérarchique que du temps d'Amado ou de Vicente. Chaque chef régional opérait avec une indépendance relative, ce qui entraînait des tensions, une compétition pour les ressources et une perte de cohésion. La crise n'était pas nouvelle. Depuis 2010, le cartel avait subi des coups successifs lors d'affrontements avec Los Zetas et les Beltrán Leiva, ses anciens alliés. La perte de routes stratégiques, l'usure de la guerre et l'exode de Sicario vers des groupes rivaux érodaient progressivement son pouvoir. Beaucoup d'opérateurs qui avaient servi le cartel de Juárez finirent par rejoindre Sinaloa, la familia Michoacana, ou agir simplement comme mercenaires au plus offrant. L'effondrement semblait inévitable. C'est dans ce contexte de faiblesse que Ledesma prit une décision qui surprit même ses propres hommes. En 2017, il conclut une alliance avec le cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. L'accord était clair. Céder au CJNG le contrôle des opérations illicites au Chihuahua en échange de protection, d'armes, de ressources et de soutien militaire. Avec ce coup, l'équilibre du pouvoir criminel dans l'État changea radicalement. Pour la première fois depuis des décennies, le cartel de Juárez cessait d'être un acteur principal sur son propre territoire, cédant le rôle dominant à une force externe dotée d'une vision expansionniste et d'une brutalité à la fois méthodique et implacable. L'alliance entre la LINEA et le cartel Jalisco Nueva Generación transforma radicalement le panorama criminel au Chihuahua. À partir de ce moment, le CJNG devint la force dominante de la région, absorbant routes, ressources et structures qui autrefois avait été sous le contrôle absolu du cartel de Juárez. Mais ce nouvel équilibre des pouvoirs n'apporta pas la paix. Selon des rapports de renseignement d'agences mexicaines et américaines, la reconfiguration territoriale non seulement ne réduisit pas la violence, mais intensifia les affrontements entre groupes rivaux et factions internes. Le 4 avril 2020, dans la zone montagneuse de la municipalité de Madera, eut lieu l'un des épisodes les plus sanglants de la décennie. Ce jour-là, des sicaires de la LINEA s'affrontèrent avec des hommes armés liés à un opérateur connu sous le nom de El Jaguar, figure émergente du crime organisé dans le nord du pays. Le bilan fut brutal. Au moins 19 morts, des dizaines de véhicules abandonnés, certains calcinés, et un total de 19 armes longues saisies, en plus d'une arme de poing. La scène découverte par les autorités était celle d'un champ de bataille en pleine Sierra du Chihuahua. Cet affrontement ne fut pas un fait isolé. Il fit partie d'une vague de violence qui, en moins de 24 heures, laissa 35 homicides dans différents points de l'État. Le Chihuahua, une fois de plus, se vidait de son sang entre vieux conflits et nouvelles ambitions. Pendant ce temps, loin du tumulte des balles, un autre chapitre se déroulait en silence. Le destin carcéral de Vicente Carrillo Fuentes, l'homme qui autrefois avait commandé tout cet empire. Depuis sa capture en 2014, Carrillo Fuentes était resté détenu au Mexique, purgeant une peine de 28 ans pour narcotrafic et délits contre la santé publique. Mais sa situation légale était plus complexe qu'il n'y paraissait. Bien qu'il existât un mandat d'extradition émis par la Cour fédérale du district ouest du Texas, Vicente réussit à bloquer le processus pendant des années au moyen d'une série d'amparos, de recours juridiques et de stratégies dilatoires.
En septembre de l'année précédente, il avait même obtenu une suspension définitive, ce qui semblait garantir son maintien sur le territoire mexicain. Mais le 20 et 1 novembre, un juge fédéral annula cet amparo, ouvrant la voie pour que le secrétariat des Relations extérieures reprenne la procédure d'extradition. Pour Carrillo, ce fut un coup dévastateur. La menace d'être livré aux États-Unis devenait une réalité imminente. Et il ne s'agissait pas d'un procès ordinaire. Les charges retenues contre lui incluaient homicide, narcotrafic à grande échelle et blanchiment d'argent, des délits qui le plaçaient parmi les criminels les plus recherchés du monde. Le FBI offrait une récompense de 5 millions de dollars pour toute information menant à sa capture. Au Mexique, l'ancienne PGR avait fixé une récompense de 30 millions de pesos. Vicente Carrillo n'était pas un prisonnier ordinaire. Il était une figure emblématique du crime transnational. Pendant des années, sa défense avait réussi à repousser l'inévitable. Mais, en février 2025, le processus prit un tournant inattendu. Le 27, Vicente Carrillo Fuentes fut transféré aux États-Unis aux côtés de Rafael Caro Quintero et de 27 autres capots mexicains de haut niveau. Mais ce qui surprit ne fut pas l'extradition en soi, mais la manière dont elle fut exécutée. L'opération fut officiellement qualifiée d'expulsion et non d'extradition traditionnelle. La différence est loin d'être anodine. Alors qu'une extradition implique un processus judiciaire avec garanties et limites, comme l'impossibilité d'appliquer la peine de mort, une expulsion repose sur des dispositions administratives et peut contourner ses engagements. Le département de la justice et le département d'État des États-Unis, en coordination avec la Fiscalía Générale de la República du Mexique, défendirent l'action comme une mesure exceptionnelle au titre de la loi de sécurité nationale. L'argument avancé était que les expulsés représentaient un risque direct pour la sécurité binationale. Cette nuance juridique ouvrit la possibilité que, pour la première fois depuis des décennies, un narcotrafiquant mexicain fasse face à la peine capitale sur le sol américain. Vicente Carrillo Fuentes, l'homme qui défia ses ennemis jusqu'à la fin, était sur le point d'affronter son procès le plus redouté. Et cette fois, il n'avait plus le pouvoir de négocier. Le 28 février, Vicente Carrillo Fuentes comparait devant la Cour fédérale du district Est de New York. Dans la salle, le magistrat Robert M. Levy posa une question directe qui résonna avec force. « Pouvez-vous m'expliquer la différence entre expulsion et extradition ?» Le ministère public répondit par une explication technique, mais aux implications lourdes de conséquences. Il précisa que les accusés, dont Carrillo Fuentes, n'avaient pas été formellement extradés, mais expulsés en vertu de la loi de sécurité nationale du Mexique, avec le consentement explicite du gouvernement mexicain. Cette procédure omettait les restrictions légales d'une extradition traditionnelle, ce qui signifiait que Vicente n'était pas protégé contre la possibilité de recevoir la peine de mort. Une différence subtile en termes juridiques, mais abyssale dans ses conséquences. La situation judiciaire du vice-héros devint encore plus sombre à cause de 2 facteurs supplémentaires qui modifiaient le cadre légal international. Premièrement, l'administration de Donald Trump avait récemment inclus les cartels mexicains sur la liste des organisations terroristes étrangères. Deuxièmement, le département de la justice des États-Unis avait déclaré que l'épidémie de surdose liée au fentanyl était considérée comme un acte terroriste, orchestré par les dirigeants des organisations criminelles qui en faisaient le trafic. Sous ce nouveau cadre, Carrillo Fuentes n'était plus simplement un narcotrafiquant aux yeux de la justice américaine. Il était un présumé terroriste international. Lors de sa première audience formelle, Vicente plaida non coupable des charges retenues contre lui, appartenance à une organisation criminelle et distribution massive de cocaïne sur le territoire américain. La Cour fixa son audience préliminaire au 25 mars, tandis que la presse internationale et les analystes du crime organisé observaient attentivement ce qui pourrait être le dernier chapitre de l'histoire du cartel de Juárez. Une histoire qui, pendant près de 3 décennies, transforma de façon irréversible non seulement le panorama du narcotrafic mexicain, mais aussi la vie de millions de personnes à la frontière nord. Le coût humain de ces guerres internes, de ces pactes corrompus et de ces stratégies de domination est incalculable. Bien que les chiffres officiels parlent de milliers de morts directement liés à son activité criminelle,
la réalité est encore plus profonde. La ville de Juárez, épicentre de l'empire Carrillo, vécut une transformation traumatique, d'une ville industrielle en expansion, avec des promesses de croissance économique grâce à sa proximité avec les États-Unis. Elle devint la ville la plus dangereuse de la planète. Au plus fort du conflit avec le cartel de Sinaloa, entre 2008 et 2010, les niveaux de violence atteignirent des chiffres historiques. Plus de 80 homicides en moins de 3 ans. Beaucoup d'entre eux furent exécutés avec une brutalité calculée, comme message de terreur. L'impact fut dévastateur. Les rues restèrent marquées par les affrontements. Commerces abandonnés, quartiers entiers vidés, habitations fortifiées avec grilles, caméras et murs. L'architecture urbaine commença à refléter la peur comme mode de vie, mais plus profondes encore furent les blessures invisibles. Une génération d'enfants et de jeunes de Juárez grandit parmi les cadavres, les patrouilles militaires et les couvre-feux auto-imposés. La mort devint une partie du quotidien, et cette normalisation de l'horreur laissa une marque indélébile. L'impact culturel du cartel dépassa ses opérations criminelles. Les chansons, les récits, les symboles et les codes qui émergèrent de son histoire devinrent partie intégrante du folklore frontalier, déformant l'identité d'une ville qui lutte encore pour se reconstruire. Car lorsqu'un empire criminel tombe, ses débris ne disparaissent pas. Ils se dispersent entre la mémoire, la politique et le sang. Au fil des années, le cartel de Juárez laissa une empreinte qui transcenda les balles, les billets et les cadavres. Son influence imprégna la culture populaire, façonnant des expressions, des récits et même des identités. Les narcocorridos, qui glorifiaient les Carrillo Fuentes, devinrent partie du folklore régional. Séries télévisées et films prirent leur histoire comme base, mythifiant leur vie et leur mort, mélangeant réalité et fiction jusqu'à rendre indistinctes leurs frontières. Le vocabulaire du narcotrafic s'infiltra dans le langage quotidien. Des codes esthétiques et des attitudes associées au monde criminel commencèrent à influencer les nouvelles générations. Ce qui autrefois avait été une structure délictueuse hermétique finit par imprégner le comportement et la vision du monde de milliers de jeunes exposés à sa narration. Aujourd'hui, le cartel de Juárez n'existe plus en tant que tel. Ce qui reste de cette organisation n'est qu'une ombre de son ancien pouvoir. Après l'alliance avec le CGNG en 2017, le panorama criminel au Chihuahua se reconfigura profondément. Le cartel de Jalisco assuma le contrôle stratégique, tandis que des cellules dispersées de la Linea continuent d'opérer dans différentes zones de l'État, souvent sans coordination entre elles. L'arrestation de figures clés comme Luis Gerardo El Tío, ex-chef des sicaires de la Linea, avec près de 900 homicides attribués, reflète les efforts de l'État pour démanteler les derniers vestiges de l'appareil Carrillo. Pourtant, la violence persiste. L'affrontement survenu en avril 2020, avec 19 sicaires abattus dans la Sierra, démontra que le conflit n'était pas terminé, mais qu'il avait seulement changé de visage. L'histoire de Vicente Carrillo Fuentes contient un paradoxe fondamental du narcotrafic contemporain. Les empires criminels, aussi sophistiqués ou redoutés soient-ils, finissent toujours par tomber. Mais les structures qu'ils ont bâties disparaissent rarement complètement. Elles se fragmentent, s'adaptent et renaissent sous de nouveaux noms et de nouveaux visages. Alors que El Viceroy fait face à la possibilité d'une peine de mort aux États-Unis, son héritage demeure inscrit non seulement dans les dossiers judiciaires ou les chiffres d'homicides, mais aussi dans la transformation profonde du crime organisé au Mexique. L'histoire du cartel de Juárez n'est pas uniquement la chronique d'une organisation criminelle. C'est le récit de la manière dont le narcotrafic a reconfiguré le tissu social, économique et politique d'une région entière. Une histoire écrite avec du sang, du silence et du pouvoir, qui, encore aujourd'hui, continue de marquer le destin de la frontière nord. Merci de nous avoir accompagnés dans ce long et documenté parcours à travers l'histoire du cartel de Juárez. Si vous appréciez la rigueur, l'analyse et les récits qui montrent le visage le plus complexe du crime organisé, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires et laissez-nous votre avis dans les commentaires. Quelle partie vous a le plus marqué? Quelle figure du monde criminel
Devrions-nous approfondir dans le prochain épisode? Votre voix est essentielle pour continuer à construire une communauté informée, critique et engagée à comprendre le phénomène criminel au-delà du mythe. On se retrouve dans la prochaine vidéo.